Une des conséquences directes du changement climatique d'origine anthropique est l'élévation des niveaux marins. Cette élévation des niveaux marins, elle s'accélère actuellement et cette tendance devrait continuer dans les prochaines décennies et va donc impacter les littoraux et la position du trait de côte en particulier. Donc l'élévation des niveaux marins, elle est due principalement à trois composantes. La première, c'est la dilatation, l'expansion thermique des océans liée à l'augmentation de leur température. La deuxième composante, un peu plus faible, est liée à la fonte des glaciers de montagne. Et puis on a une troisième composante qui prend une part de plus en plus importante et qui constitue une grande partie des incertitudes pour les évolutions futures et qui est liée à la fonte des calottes de glace, donc au Groenland et en Antarctique. Maintenant, si on regarde les projections de l'élévation du niveau marin et qu'on se place par exemple à l'horizon 2100, on voit que cette élévation du niveau marin, elle est certaine. Par contre, son amplitude l'est beaucoup moins. Et cette amplitude va dépendre de deux principaux facteurs. Le premier, évidemment, ce sont nos futures émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, on voit qu'entre un scénario optimiste avec une forte réduction de nos émissions, donc le scénario SSR 1.9, et un scénario beaucoup plus pessimiste, le SSP 5 8.5, l'élévation du niveau marin à l'horizon 2100 peut varier du simple au double, avec une élévation de 70 cm pour un scénario pessimiste. Le deuxième facteur, ce sont les incertitudes autour des modèles, et notamment liées à ce qui va se passer au niveau des calottes de glace. Et le GIEC, dans son dernier rapport, nous alerte sur un scénario peu probable, mais à fort impact, dans le cadre d'un effondrement de la calotte de glace, où une élévation du niveau marin à l'horizon 2100 dépassant 2 mètres est envisageable. Donc ça, ce sont des moyennes globales, mais en réalité, il y a de fortes variabilités régionales, comme on voit sur ces tendances de niveau marin au cours de ces dernières décennies. On voit globalement des couleurs autour du rouge, donc une élévation du niveau marin, mais on voit aussi qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus sensibles à cette élévation, comme par exemple le Pacifique Ouest équatorial. Quand on pense impact au niveau de la côte, il faut également penser effets locaux. Donc on a évidemment l'élévation absolue du niveau marin. Il faut savoir que les littoraux sont des zones extrêmement attractives, ce qui fait qu'actuellement, on a plus de la moitié de la population mondiale qui vit à moins de 100 km du trait de côte. Et l'homme, quand il s'est installé, il a bâti, il a pompé les sols pour s'approvisionner en eau, ce qui fait que le sol se compacte et s'effondre. C'est ce qu'on appelle la subsidence, et ce qui fait qu'on a une élévation du niveau marin relative. Un exemple particulièrement spectaculaire, c'est la capitale de l'Indonésie, Jakarta, qui s'enfonce à hauteur de 300 mm par an, c'est-à-dire 2 ordres de grandeur de plus que l'élévation du niveau marin absolu. Alors c'est un cas exceptionnel, mais par exemple si on se place au niveau de l'Europe, on estime qu'à peu près la moitié des zones basses littorales européennes connaissent une subsidence supérieure à 1 mm par an, ce qui est donc non négligeable. Donc cette élévation du niveau marin absolue et relative va permettre aux vagues et aux marées de plus facilement grignoter nos littoraux et donc accélérer l'érosion. Alors ce constat relativement simple cache une réalité qui est beaucoup plus complexe, avec en effet une très forte diversité en termes d'environnement littoraux, en termes de réponse et en termes de sensibilité aux différents forçages, qu'ils soient d'origine anthropique ou qu'ils soient météo marins ou autres. On a par exemple des embouchures estuariennes, des embouchures lagunaires, des côtes à falaises, des côtes à mangroves, des atolls ou encore des littoraux sableux. Et c'est tout autant de réponses et de sensibilité aux différents forçages différents. Par exemple, au niveau des côtes à mangroves, l'évolution du trait de côte va être fortement impactée par des processus biotiques. Au niveau des côtes à falaises, l'érosion est fortement contrôlée par exemple, les actions de gel-dégel qui vont fracturer les roches, ou encore l'altération physico-chimique des roches par les eaux de ruissellement. Donc des processus qui sont plutôt continentaux, plutôt que marins. Si on se place maintenant au niveau des littoraux sableux, qui couvrent à peu près un tiers du linéaire côtier au niveau mondial, et qui sont parmi les côtes les plus complexes, les plus dynamiques et les plus vulnérables à l'aléa érosion, et bien en fait, l'évolution long terme du trait de côte sur ces littoraux est contrôlée par un déséquilibre souvent assez subtil qui peut exister entre différents flux sédimentaires représentés par ces flèches. Donc du sédiment qui va arriver des fleuves, du plateau continental, des littoraux adjacents, du sédiment qu'on peut perdre vers les littoraux adjacents ou à travers des canyons sous-marins, sachant qu'en plus l'homme a affecté ces flux en construisant des barrages, en aménageant les berges, ce qui fait que dans certaines zones, les fleuves et les rivières charrient beaucoup moins de sédiments vers les côtes. Et puis on a également des aménagements littoraux qui ont perturbé les cellules sédimentaires. Généralement, quantifier ces flèches est un réel défi scientifique. Et c'est quasiment impossible. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on s'appuie sur des données d'observatoire pour calculer les tendances passées d'évolution du trait de côte sur les dernières décennies, qui est en fait un proxy de la résultante de ces différentes flèches.
Alors on peut faire ça également maintenant avec l'imagerie satellitaire optique qui permet de reconstruire la position du trait de côte, certes avec pas mal d'incertitudes, depuis le début des années 80. Et on peut donc calculer les tendances d'évolution du trait de côte à l'échelle locale, régionale, mais également à l'échelle globale. On peut alors extrapoler ces tendances jusqu'à l'horizon 2100. On peut ainsi combiner ces tendances-là avec des lois sur l'impact de l'élévation du niveau marin sur la position du trait de côte, et ce qui nous permet d'avoir des projections à l'échelle globale. Ce type d'approche s'appuie sur des hypothèses très fortes et des simplifications importantes, mais elles ont quand même le mérite d'apporter des premiers ordres de grandeur. Donc ce qu'on voit par exemple sur la figure de droite, c'est qu'en moyenne à l'échelle globale, même si on a une forte variabilité régionale, le trait de côte devrait s'éroder entre 100 et 150 mètres. Sur la carte à gauche, on voit les contributions aux incertitudes des différents paramètres. Donc en orange, ce sont les changements ambiants, donc c'est la résultante des différents flux sédimentaires que je vous montrais dans la planche précédente. Et le bleu, c'est l'élévation du niveau marin, et en rouge, l'impact du scénario d'émissions de gaz à effet de serre. On voit encore une fois une très forte variabilité régionale, avec dans certaines zones l'élévation du niveau marin qui sera prépondérant, quand d'autres, ce sera plutôt la résultante de ces flux sédimentaires. Donc quand on parle d'impact de l'élévation du niveau marin sur le trait de côte, on pense à des évolutions long terme, à l'échelle d'un siècle par exemple. Mais en réalité, quand on regarde l'évolution du trait de côte plus finement, on va observer des variabilités interannuelles, pluridécennales, qui peuvent être très importantes, ainsi que des variabilités saisonnières et une variabilité à l'échelle de la tempête. Ce qui fait que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, on peut très bien avoir une position du trait de côte qui sera beaucoup plus en recul de la position du trait de côte prédite par l'élévation du niveau marin à l'horizon, par exemple, 2060-2070. Et en réalité, ce que nos modèles suggèrent, c'est que l'érosion chronique long terme induite par l'élévation du niveau marin va vraiment émerger de cette variabilité naturelle plutôt dans la seconde partie du XXIe siècle. Donc au niveau des éléments qu'il faut retenir, l'élévation du niveau marin est un impact direct du changement climatique d'origine anthropique. L'élévation du niveau marin dans les prochaines décennies est certaine et son amplitude va principalement dépendre de nos futures émissions de gaz à effet de serre et de ce qui va se passer au niveau des calottes de glace. L'érosion des côtes est contrôlée par de très nombreux facteurs naturels et d'origine anthropique, et on a l'élévation du niveau marin qui vient se superposer à ces phénomènes, et donc l'élévation du niveau marin va plutôt aggraver les tendances érosives dans le futur. Et en moyenne, les effets de l'élévation du niveau marin sur l'érosion n'émergeront de ceux de la variabilité naturelle plutôt que dans la seconde partie du XXIe siècle. Ce sont des moyennes régionales et dans le temps, et il faut bien garder en tête qu'il existe de très fortes variabilités aux échelles régionales et locales.